Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à l'émission Cultiver son savoir. Aujourd'hui, nous accueillons avec plaisir le professeur Étienne Saint-Jean, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les carrières entrepreneuriales. Ensemble, nous découvrirons quels sont les défis de nos entrepreneurs émergents au Québec, ainsi que les moyens pour y pallier. Et nous allons rencontrer immédiatement le professeur Saint-Jean. Bonjour, professeur Saint-Jean. Bonjour. Merci beaucoup d'être des nôtres. Ça fait plaisir. Écoutez, vous êtes non seulement, je vais le lire, là, vous êtes non seulement titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la carrière entrepreneuriale, mais vous êtes également directeur de l'Institut de recherche sur les PME à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Exactement. C'est beaucoup de tâches en même temps. Quand même. Oui, hein, ça doit être énormément d'études aussi pour préparer tout ça. Écoutez, on a un sujet passionnant. Vraiment, les entrepreneurs émergents, leurs défis sont nombreux. Leurs défis ont peut-être changé aussi depuis la pandémie. Ils sont peut-être encore plus exacerbés. Mais ce que j'aurais aimé savoir, c'est davantage pourquoi on s'intéresse justement aux défis des entrepreneurs émergents. C'est une excellente question. En fait, moi, je fais partie d'une recherche qui s'appelle le Global Entrepreneurship Monitor. Puis à chaque année, on fait le portrait de l'activité entrepreneuriale au Québec et on compare avec d'autres pays dans le monde. Ce qu'on s'est aperçu au fil des ans, c'est qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour l'entrepreneuriat au Québec. Les gens démarrent des projets. Donc, beaucoup d'entrepreneuriat émergent, justement, qui est en constante augmentation depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. En même temps, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de sorties de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'aventurent en entrepreneuriat et qui sortent de manière de plus en plus fréquente. Et les entrepreneurs établis, ceux que ça fait 5 ans et plus, qui sont en affaires, oui, c'est très, très stable. Et donc, on s'est dit, bien, ça nous a amené, dans le fond, sur la piste, qu'il y avait probablement ce que certains journalistes ont appelé l'espèce de vallée de la mort, c'est-à-dire que les gens démarrent leur projet, mais de réussir à rendre l'entreprise pérenne, c'est pas toujours évident. Et donc, c'est de là qu'est venue un peu l'idée de ce projet-là, parce qu'on se disait, bien, c'est quoi les principaux défis auxquels font face les entrepreneurs? Et on a réfléchi à ça avec l'École des entrepreneurs du Québec. C'est une recherche qui a été faite en partenariat avec l'École des entrepreneurs du Québec. Et eux, ils forment des entrepreneurs, ils forment près de 10 000 entrepreneurs annuellement. Et eux aussi étaient préoccupés sur la question des défis des entrepreneurs pour être capables d'améliorer justement les formations qui sont offertes aux entrepreneurs. Juste ouvrir une parenthèse, si justement on parle qu'il y a des sorties d'entrepreneurs, c'est que ces entrepreneurs-là ou ces nouveaux entrepreneurs-là ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Oui, exactement. Bien, c'est que les gens finissent parfois par idéaliser un peu c'est quoi l'entrepreneuriat. Oui. Puis évidemment, des émissions comme Dans l'œil du dragon, bien, oui, ça popularise l'entrepreneuriat, oui, mais ça a l'air aussi simple que de bien préparer un pitch, de faire ça à des investisseurs, puis on va aller chercher oui, quelques milliers de dollars comme par magie. Voilà. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce qui fait qu'effectivement, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui s'imaginent que ça va bien fonctionner, démarrer leur projet. Et de fait, il y en a que ça fonctionne très bien, oui, mais il y en a d'autres pour qui c'est un petit peu plus difficile de réussir à s'établir. Et en conséquence, bien, l'idée, c'est est-ce qu'on peut mieux les accompagner ou est-ce que c'est un phénomène naturel, c'est-à-dire que c'est normal qu'il y a des gens qui ne vont pas tous réussir, mais est-ce qu'il y en a certains qu'on échappe et qu'on ne devrait pas mieux accompagner pour justement leur éviter de se décourager puis d'abandonner leur projet? C'est un peu ça l'idée. D'accord. Puis si on regarde justement les défis, quels sont ces défis? Bien, en fait, nous, on a fait une vaste recherche là, pour essayer d'identifier les défis, parce que quand on fouillait pour essayer d'identifier les défis dans les travaux précédents des autres chercheurs, on trouvait à peu près rien. C'est un peu bizarre, parce que dans le fond, on sait que l'entrepreneuriat, c'est une carrière qui est quand même super exigeante. Oui. Fait qu'il y avait évidemment quelques défis par-ci, par-là qui étaient identifiés, puis, mais il n'y avait rien de complet qui faisait vraiment le tour de la question. Fait qu'on faisait face à une espèce d'absence de connaissances. On avait plusieurs bonnes idées, mais rien qui fait vraiment un portrait synthèse des défis des entrepreneurs. Fait que c'est de là qu'est venue notre idée de faire un projet de recherche en partenariat pour identifier justement ces défis-là, puis être capable de savoir quels étaient-ils et donc comment on pouvait mieux les accompagner pour qu'ils puissent faire face à ces défis-là. Premièrement, donc les répertorier, puis par la suite travailler sur ces défis-là pour justement pouvoir minimiser ces derniers. Puis voilà. Les défis qui reviennent le plus souvent, quels sont-ils? Bien, dans le fond, on a identifié 6 défis, mais avant d'arriver aux défis, on a fait toute une démarche de recherche vraiment très costaude, comme on pourrait dire. On a mobilisé à peu près 750 entrepreneurs à vraiment différentes étapes de la recherche.
La première étape qu'on a faite, la première grande étape, c'est qu'on a fait des groupes de discussion avec les entrepreneurs. On a parcouru l'ensemble du Québec, jusque d'Albas-Saint-Laurent, Montréal, la Mauricie. Donc, on s'est promené pour faire parler les entrepreneurs. On voulait les entendre sur c'est quoi les défis qu'ils vivent. Et évidemment, c'était des entrepreneurs émergents, donc qui venaient de démarrer leur projet. Et on a aussi fait des groupes de discussion avec les accompagnateurs, des formateurs, des mentors, parce qu'eux, il y avait un peu l'autre côté de la médaille. Parfois, les entrepreneurs oseront peut-être pas tout dire ce qu'ils vivent puis les erreurs qu'ils font, mais les accompagnateurs, eux, ils n'ont pas cette gêne-là, ils étaient capables de nous le dévoiler. Fait qu'on a fait des groupes de discussion, on a parcouru le Québec et par la suite, on a voulu valider dans un deuxième temps par des questionnaires. Fait qu'on a fait d'abord un questionnaire avec les collaborateurs avec qui on travaillait, l'École des entrepreneurs, le regroupement des jeunes chambres de commerce également, qui nous ont aidés à collecter des données. Puis finalement, on a envoyé un questionnaire à 400 entrepreneurs. C'est un échantillon représentatif de la population. Okay. Et donc, on essayait de voir justement quels étaient ces défis-là, est-ce qu'ils étaient vécus de manière importante ou pas, puis essayer de voir justement est-ce qu'on pouvait mieux les accompagner. Fait que c'était l'essentiel de cette dernière partie-là qui nous a permis d'identifier les 6 défis. OK. Et parmi ces défis-là, oui. Est-ce qu'il y en a qui sont plus rattachés à un âge, à un type d'âge ou un créneau d'âge? Puis quel serait-il à ce moment-là? En fait, les défis qu'on a trouvés ne sont pas vraiment liés à l'âge en tant que tel. Okay. Donc, les entrepreneurs semblent... Puis, c'est pas vraiment lié non plus au fait d'être un homme ou une femme. Donc, il n'y a pas tellement de différence liée en termes de profil sociodémographique, là. Les entrepreneurs, globalement, vivent à peu près tous les mêmes défis. Les entrepreneurs émergents, là. Oui. Et puis donc, parmi les 6 défis, il y a des choses que, comme je disais, qu'on savait un peu dans la littérature. Là, on avait, par exemple, un des défis qu'on a observé, c'est le défi de la gestion financière et législative légale de l'entreprise. Donc, on le savait déjà, gérer une entreprise, ça implique gérer les finances de son entreprise pour être capable de faire des profits, hein, puis être capable de le savoir avant de faire banqueroute. Oui, c'est déjà assez lourd au départ. Il faut être prêt à vouloir envisager ça. Tout à fait. Oui. Donc, ça, c'est un défi qui était relativement connu, mais il y en a quelques autres qui étaient un peu plus surprenants, en fait, qui étaient surprenants, mais aussi nouveaux. On s'en doutait parce que quand on fait de la recherche en partenariat, on est souvent en contact avec les entrepreneurs, fait qu'on le voit bien ce qu'ils vivent, puis on le partage avec eux, mais que ça soit ressorti de manière aussi marquée, il y a certains défis qui nous ont un peu interpellés, là, dont notamment le défi de la gestion de la santé psychologique qui est ressorti. Puis juste pour replacer, tantôt vous disiez en introduction, avant et après la pandémie, bien ça c'est tout à fait le genre de défi qu'on a observé avant la pandémie, que c'était déjà une préoccupation des entrepreneurs. Okay. Il y a toute la difficulté de concilier travail, vie personnelle des entrepreneurs, la gestion de la santé psychologique en fait partie. Oui. C'est très difficile parce que quand on veut mettre sur pied une entreprise, on sait qu'il faut mettre parfois les bouchées doubles, surtout au début. Et là, l'entrepreneur ne sait jamais trop quand s'arrêter. Puis il n'y a pas de patron pour lui dire « t'en as assez fait, là, prends congé ». Et il y a toujours l'impression qu'il peut toujours en faire plus, puis en faire plus. Et si l'entrepreneur est moindrement insécure, bien là, il va en faire davantage, plus que ce qu'il devrait. Tout à fait. Et ça, c'est un enjeu vraiment important parce qu'il n'y a personne pour leur dire, là, c'est beau, prends des vacances, t'en as assez fait. Oui. Et donc, ils doivent eux-mêmes se discipliner puis être capables d'établir c'est quoi leurs limites, qui sont acceptables pour eux. Oui. Et ça, c'est tout un défi parce que, c'est ça, ils ont toujours l'impression qu'ils pourraient en faire plus. Surtout quand l'entreprise va plus ou moins bien. Là, ils se disent, ah, faudrait que je travaille. Mais finalement, ça fait une espèce de cercle vicieux où là, ils n'ont plus les idées claires, ils n'ont plus d'énergie, puis ça devient de plus en plus difficile pour eux de s'en sortir. Fait que ça, c'est un défi qui était présent avant la pandémie. On le sait très bien, la pandémie a exacerbé tous les enjeux de santé psychologique chez les humains en général, mais chez les entrepreneurs en particulier, ceux qui avaient des difficultés en plus liées à l'entreprise. Fait que ça, c'est devenu d'autant plus d'actualité suite à la pandémie, ce défi-là. Mais ce défi-là, en particulier, déjà, avez-vous trouvé des marqueurs sur lesquels agir au niveau de la santé psychologique ou avec la recherche que vous avez effectuée? Oui, bien en fait, nous, ce qu'on a fait, on n'a pas identifié nécessairement les moyens de faire face à ces défis-là. Ça, c'est la prochaine étape, une des prochaines étapes auxquelles on va faire face. Mais je travaille en parallèle avec des organismes qui, eux, interviennent auprès des entrepreneurs. Et donc, ils ont mis en place, notamment pendant la pandémie, ils ont mis en place, par exemple, un service, l'équivalent des programmes d'aide aux employés, où des psychologues sont disponibles pour les entrepreneurs. C'est bon. Et donc, voilà, tout à fait, ça a été vraiment salutaire. Il y a plusieurs régions qui ont fait ça
puis qui ont mis ça en place. Donc, les entrepreneurs, c'est une espèce de ligne d'aide. Ils appelaient puis ils disaient, bien, j'ai le goût de parler à quelqu'un, j'en ai besoin. Ah, c'est bien. Ça, c'était très, très bien. Oui. Et beaucoup de groupes de discussion qui ont été mis en place, notamment l'École des entrepreneurs, des groupes de discussion d'entrepreneurs qui vivaient justement des difficultés face à la pandémie. Bien, ils leur ont permis, dans le fond, d'échanger entre eux, de partager un peu à d'autres comment ils vivaient ça, la pandémie. Puis, fait que ça leur a permis de ventiler quand c'était pas à un niveau de problème clinique. Non. Mais où là, on était plus dans une démarche de prévention, où on essaie de réseauter, d'avoir des gens qui nous comprennent, avec qui partager. Ça a été salutaire aussi pour plusieurs entrepreneurs. Oui, ça leur évitait probablement de prendre la voie courte et de sortir de l'entrepreneuriat aussi, là. Tout à fait, absolument. Et ça, on continue sur la voie des défis. Oui. Bien, on a plusieurs autres défis qui ont été identifiés. Un des défis qui n'est pas tellement surprenant, mais qui n'avait jamais été vraiment nommé comme ça, c'est le défi de la gestion des technologies numériques. OK. On le sait, en 2022, démarrer une entreprise et ne pas se soucier de la technologie et du numérique, c'est impossible. Même maintenant, à mon garagiste, je prends un rendez-vous pour mon garage, puis il m'envoie un texto pour me confirmer mon rendez-vous. Puis salon de coiffeur, même chose, il y a des applications pour prendre son rendez-vous en ligne. Fait que même ce qui étaient des métiers très, de base, pas technologiques, sont maintenant aujourd'hui au niveau technologique, là. Et donc, une entreprise, souvent, doit même réfléchir en termes de stratégie. Quelle stratégie mettre en place pour intégrer le numérique dans les processus d'affaires? Ça, c'est pas évident parce que même les jeunes générations, on a une espèce de préjugé qu'on dit les jeunes sont venus au monde avec la technologie. Exactement, ils vont savoir comment se débrouiller. Oui, mais ils ne sont pas tous experts nécessairement en technologie et ils ne sont pas nécessairement conscients de comment intégrer au sein de la stratégie de l'entreprise les technologies numériques. Fait qu'il y a quand même cette réflexion-là que même les jeunes générations qui sont peut-être plus à l'aise avec les gadgets, ils n'ont pas nécessairement intégré comment s'en servir dans un processus d'affaires. Oui. Tout à fait. Et donc, ça amène des défis pour les entrepreneurs qui ne savent pas jusqu'où j'investis dans la technologie, est-ce que je vais avoir un bon rendement de mon investissement? Et c'est pas évident parce que tout bouge très vite, il y a de la concurrence. Donc, c'est pas simple de se retrouver à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut faire un parallèle si on compare entre les entrepreneurs émergents d'il y a 20 ans et ceux que l'on voit aujourd'hui? Nos nouveaux entrepreneurs émergents doivent être un peu plus conscients de l'importance justement de cette qualité, de cet équilibre-là entre la vie d'entrepreneur et la vie personnelle. Est-ce que les autres générations étaient plus ou moins au courant? Bien, tout à fait. En fait, pour avoir travaillé aussi avec des gens qui prennent la relève de l'entreprise familiale, par exemple, ça, c'est souvent un des sujets super importants. Ce que les parents ont fait. Oui, exactement. Puis on le voit, là, c'est quand même très, très marqué. Là, justement, les nouvelles générations qui disent « je sais quand est-ce me freiner », mais quand ils reprennent l'entreprise familiale, ils ont peut-être d'une certaine façon le beau côté que l'entreprise a quand même un air d'aller, puis il y a des processus qui ont été mis en place. L'enjeu, c'est vraiment quand on démarre son entreprise où là... Mais les nouvelles générations, effectivement, ils souhaitent cet équilibre-là, ils le recherchent. Il y en a plusieurs qui se disent, je vais démarrer mon entreprise, puis je vais avoir cette flexibilité-là. Je n'aurai pas de patron, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Oui. Mais là, au lieu d'avoir un patron, tu en as des dizaines et des dizaines, c'est tous tes clients. Exact. Oui. Puis ça t'en prend assez pour être capable de payer tes comptes à la fin du mois. Fait que c'est quand même pas si simple de se retrouver là-dedans. Ça ne doit pas être si simple que ça. Puis d'autres défis encore, peut-être? Oui. Un des défis, en fait, qui est pas simple pour les entrepreneurs, c'est d'être capable de se projeter dans le futur. Donc, c'est le défi du développement de l'entreprise. Fait que quand ils démarrent leur projet, souvent, ils ont une espèce de beau plan d'affaires qui ont travaillé avec les organismes de développement économique. Ils le réalisent, ils avancent, mais là, évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. La plupart du temps, ça ne se passe jamais, en fait, comme prévu. Il y a toujours des imprévus qui arrivent, il y a des concurrents qui réagissent pas comme on avait prévu, il y a c'est ça, parfois, c'est plus difficile d'aller chercher les clients. Et donc, ils doivent se réajuster, ils doivent peut-être identifier des nouvelles clientèles qu'ils n'avaient pas prévues dans le plan d'affaires pour développer leur entreprise. Et se projeter dans les 5 années à venir, c'est très long pour un entrepreneur. Puis c'est d'autant plus long quand tu es au tout début puis tu ne sais pas trop vers où tu pourrais aller parce qu'il y a plein de choses qui sont encore, qui peuvent bouger. Et donc, c'est très, très difficile pour l'entrepreneur de s'imaginer vers où se projeter dans les 5 prochaines années. Et ça, c'est un défi, puis il n'y a pas de réponse facile à ça parce qu'il y en a des centaines d'options possibles pour une entreprise. Laquelle est la bonne? Ils le savent en le faisant. Non, puis bien souvent, c'est peut-être plus le mentorat qui pourrait aider dans des cas particuliers comme ceux-là.
Tout à fait. Effectivement, en fait, j'ai travaillé beaucoup avec le programme, le réseau mentorat de la Fondation de l'entrepreneurship. J'ai étudié beaucoup de cas justement de mentors et de mentorés qui étaient en diade, et c'est vraiment salutaire parce que ça permet justement l'entrepreneur qui se fait accompagner, ça lui permet d'avoir du temps avec quelqu'un qui comprend c'est quoi être en affaires, qui lui pose des questions, et ça le sort de son quotidien. Fait qu'au lieu d'être dans le feu de l'action, à essayer de régler toutes sortes de problèmes, là, il y a un être humain qui comprend c'est quoi être en affaires, qui lui pose des questions judicieuses, et là, il est obligé de s'arrêter puis d'essayer de répondre à la personne qui est devant lui et de réfléchir à, effectivement, qu'est-ce que je devrais faire? Je ne sais pas trop. Mais au travers de ce questionnement-là, il finit par trouver ses réponses. Et ça, c'est vraiment salutaire pour les entrepreneurs, pour gérer ce défi-là qui est jamais complètement réglé, mais néanmoins, le mentorat est très, très utile de ce côté-là. J'imagine aussi que la place de la formation dans tout ça, pour venir aider à gérer tous les défis, c'est salutaire également, là. Tout à fait. En fait, en travaillant justement en partenariat avec l'École des entrepreneurs, c'est exactement ce qu'on avait en tête, c'était de trouver des formations originales pour régler certains de ces défis-là. Et donc, tout à fait, la formation fait partie des moyens. Tout ne peut pas se faire en formation, néanmoins, mais tout ce qu'on peut faire en formation puis qu'on peut l'offrir aux entrepreneurs, c'est vers là qu'on souhaite aller éventuellement. Et sinon, la formation... Comment elle se gère justement avec différents entrepreneurs, différents types d'entrepreneurs également? J'imagine que ce n'est pas toute la même formation. Non, exactement. C'est adapté, hein? Et c'est toute la complexité de réussir à former un entrepreneur parce qu'il y a vraiment plusieurs cas de figure et c'est évolutif. Ce que vit un entrepreneur aujourd'hui, c'est peut-être pas ce que lui-même va vivre dans 6 mois. Exact. Puis les entrepreneurs, les uns les autres, avancent de manière différente aussi, avec différents projets, différentes ambitions. C'est très, très difficile. Fait que ce qu'on pense faire éventuellement avec l'École des entrepreneurs, c'est de réfléchir à développer peut-être un algorithme d'intelligence artificielle pour que tous les entrepreneurs qui se connectent sur leur plateforme de formation puissent se faire proposer automatiquement des formations. Puis par essai-erreur, en identifiant des profils d'entrepreneurs, on serait capable, avec l'algorithme, éventuellement, qui deviennent de plus en plus intelligents, à proposer les formations les plus appropriées selon ce que vivent les entrepreneurs au fur et à mesure. Fait que là, on est en train de réfléchir à ça. Oui, parce que l'algorithme ne doit pas être simple non plus à réaliser. Là. Ça va être, il y a beaucoup de mesures à prendre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont composer l'algorithme. Puis pour avoir un algorithme qui va tout résumer en même temps pour tout type d'entrepreneur, c'est un beau défi. Tout à fait. En fait, moi, je ne suis pas programmeur, mais les gens qui font de la programmation, c'est de l'intelligence artificielle, ce qui fait que c'est le logiciel, d'une certaine façon, qui apprend au fur et à mesure, en posant aussi quelques questions aux entrepreneurs. C'est la même logique que Netflix, par exemple. Netflix, il nous propose des films qui pourraient nous plaire. C'est en fonction de ce qu'on a déjà écouté, puis ce qu'on a dit qu'on aimait, puis en fonction de nos profils. Effectivement. C'est un peu la même logique à développer. Fait que, non, c'est très bien. Puis cette formation-là, elle se donne sur combien d'années? En fait, c'est ça. Il y a plusieurs types de formations qui sont offertes par l'École des entrepreneurs. Il y en a qui sont très, très courtes, qui sont même des fois 1 heure, 2 heures, très, très d'appoint sur un sujet particulier, jusqu'à des parcours de formation où là, il y a plusieurs activités qui sont faites au fil du temps. Ils ont développé des formations, par exemple, pour les femmes en affaires en particulier ou pour certaines clientèles qui avaient des besoins, notamment au niveau de la croissance de leur entreprise. Donc, ils ont vraiment une panoplie de formations qui sont offertes. Même les universités, comme par exemple à l'Université du Québec à Trois-Rivières, on est en train justement de développer un parcours de formation, nous aussi, pour nos étudiants entrepreneurs. Fait que c'est un peu dans l'air du temps. Là, on essaie de prendre les clientèles qu'on a, qui ont des besoins au niveau de l'entrepreneuriat, sachant que c'est très populaire, sachant que beaucoup de gens veulent s'aventurer là-dedans, pour bien les préparer à démarrer un projet le plus solide possible, puis qu'ils puissent réussir. Mais comme souvent, on le voit, les entrepreneurs sont pris dans leur entreprise et puis ont de la difficulté à en sortir, même si la formation vient à eux là, par le biais de l'ordinateur. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont rébarbatifs ou il y a une façon de les convaincre peut-être différemment, je ne sais pas? Oui, bien ça, en soi, c'est tout un défi, effectivement, parce que les entrepreneurs, de prendre de leur temps pour s'asseoir sur les bancs d'école, pour réfléchir exactement, c'est pas si évident parce qu'ils ont plein d'urgences souvent à régler. Mais néanmoins, quand ils voient que les urgences puis les problèmes auxquels ils font face sont récurrents, à un moment donné, ils finissent par être conscients que là,
Oui, ouais, exactement. Puis souvent, l'accompagnement aide beaucoup à ça, que ce soit par exemple, à Trois-Rivières, IDE Trois-Rivières ou la SDE à Drummondville. Oui, oui. Bien, par exemple, bien, les conseillers qui sont là, qui accompagnent les entrepreneurs, parfois, ils envoient tellement des entrepreneurs qui savent très bien quel type de problème auquel ils font face, puis ils sont capables des fois de les conseiller puis de les amener justement à prendre conscience que ça vaudrait la peine de suivre une formation, par exemple, là, pour eux. Ouais. C'est vraiment, vraiment intéressant aussi à ce niveau-là. Ouais. Et puis, si on veut mieux intervenir avec nos entrepreneurs, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une bonne question. Il faut être à leur écoute, mais encore faut-il qu'ils doivent se confier aussi. Il faut savoir aussi ce dont ils ont besoin. Par votre recherche, vous l'avez vu beaucoup, mais encore là, c'est de les sortir de tout ça. Mais quelles pourraient être les différentes avenues pour justement pour aider nos entrepreneurs émergents? Oui. Une des choses qui fonctionne assez bien aussi, c'est les groupements d'entrepreneurs entre eux, les groupements par les pairs, du co-développement par les pairs. Entre Chefs, par exemple, qui est né à Drummondville, d'ailleurs, effectivement, ce type de regroupement-là est très, très bien pour les entrepreneurs un peu plus établis parce qu'effectivement, ils sont capables d'échanger entre eux, ils sont capables d'avoir cette espèce de, d'ouverture-là, puis de partage, puis ça les aide beaucoup pour se rassurer que ce qu'ils vivent, c'est commun aussi aux autres, mais même pour les entrepreneurs en émergence. J'ai étudié beaucoup des formations, une formation qui s'appelle Lancement d'une entreprise, qui est offerte à n'importe qui, dans le fond, au Québec, qui souhaite démarrer un projet. C'est 330 heures de formation, mais ce qui faisait beaucoup la différence, c'était la manière dont la formation était faite, c'est-à-dire que quand les gens pouvaient se réunir en marge de la formation, parler avec d'autres personnes qui vivent la même chose qu'eux, ça leur permettait de diminuer grandement leur stress. Et donc, en marge des connaissances qu'ils vont acquérir, la manière d'interagir, avoir du temps pour parler à d'autres entrepreneurs, de réseauter, ça faisait parfois beaucoup la différence. Puis ça leur permet justement de dire, bien, il y en a un qui a consulté un mentor, mais dit qu'il avait adoré ça, bien, peut-être que je devrais y aller moi aussi. Fait que c'est comme s'ils s'autorisent à envoyer un peu les autres, qu'il y en a d'autres qui l'ont essayé, que ça marche. Oui. Ben, ils s'autorisent à prendre un mentor, à aller voir le conseiller, à dire, bien, il faudrait peut-être que je me forme. Mon ami que je me suis fait à la formation, il me dit, effectivement, il y avait un atelier qui était vraiment bon, il faudrait que je le prenne. Fait que ce partage entre les pairs est très, très important aussi. Là. Mais la question qui me vient à l'idée, c'est aussi au niveau de nos entrepreneurs émergents, leur entourage, la famille. Parfois, comme ils font beaucoup d'heures au travail, ça doit être une pression assez énorme sur eux, sur leurs épaules également. Il y aurait peut-être des cours à donner aussi à l'entourage, peut-être, à sensibiliser l'entourage à tout ce que c'est également, je ne sais pas. Tout à fait. Est-ce que ce sont des choses qui sont faites actuellement, qui se font ou qui sont à prévoir? Oui, bien en fait, on s'est aperçu parce que pendant la pandémie, j'ai lancé une recherche sur justement les enjeux de la santé psychologique des entrepreneurs. Je les ai suivis à tous les 4 mois. J'avais une cohorte de 496 entrepreneurs que j'ai suivis à tous les 4 mois pendant 1 an de temps. Et une des choses qui faisait la différence, c'est justement cet accès-là dans l'entourage des gens avec qui on peut se confier, notamment pour la santé psychologique, l'épuisement, le stress. Ça fait vraiment, vraiment toute la différence. Oui. Puis d'avoir un conjoint, une conjointe qui nous appuie, qui est derrière nous dans les moments difficiles. Du moins qui a été comme sensibilisé à l'entrepreneuriat aussi, là, pour tout ce qui est à faire également. Tout à fait. Fait que ça fait vraiment la différence aussi en termes de ressources auxquelles l'entrepreneur peut utiliser d'une certaine façon là, pour s'aider dans les moments un peu plus difficiles. Alors, écoutez, c'est toute une étude en même temps. Cette étude-là, vous l'avez portée sur combien d'années? On l'a porté sur 2 ans. On l'a débuté en 2018. Oui. On l'a terminé un peu par la force des choses en 2020 à cause de la pandémie parce qu'on voulait faire des expériences qui n'ont pas été possibles à cause de la pandémie. Fait qu'on l'a fait sur 2 ans. Comme je disais, il y a eu vraiment plusieurs étapes qui ont mobilisé à peu près 750 entrepreneurs, plusieurs conseillers, et ainsi de suite. Fait que c'est ça. Puis c'est disponible, l'étude est disponible complète sur mon site Internet s'il y en a qui souhaitent la consulter également. Là, c'est www.uqta.ca/Etienne.Saint-Jean avec un trait d'union. Suivant cette recherche-là, vous me parliez d'une dernière étape. Oui. Qui est, répétez-moi, quelle est cette étape-là qui va suivre justement pour nos entrepreneurs émergents? Bien, les prochaines étapes, c'est de pouvoir valider justement ces espèces de défis-là sur comment on peut les réduire. On sait que parfois les formations peuvent être utiles, mais parfois c'est pas la formation, c'est peut-être le mentorat, ou d'autres types de soutien. Et donc, ça va d'identifier pour chacun des défis comment on peut mieux soutenir les entrepreneurs et de valider ces soutiens-là, de voir si effectivement ils sont efficaces pour les entrepreneurs. Puis éventuellement, quand on aura toutes les conclusions de l'étude, on pourra
pour justement les diffuser largement aux organismes qui accompagnent les entrepreneurs pour les aider justement à mieux les accompagner justement dans tout ça. Voilà, tout à fait. C'est donc encore beaucoup de belles années de recherche de votre côté à faire, mais déjà, c'est déjà concluant. Puis si on peut parvenir à aider davantage nos entrepreneurs, c'est toute la santé économique de notre pays aussi qui est derrière ça en même temps. Absolument. Écoutez, c'est vraiment très, très, très important. Ce que je me pose comme question maintenant, c'est est-ce qu'on part en affaires ou non? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est une excellente question. En fait, je pense qu'effectivement, être en affaires, c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être pas accessible à tout le monde. C'est quand même assez exigeant comme travail, d'une certaine façon. Mais néanmoins, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à ça. Puis effectivement, je pense que l'idée, c'est de trouver un projet qui est aussi à la hauteur de ce qu'on recherche, de nos ambitions. Puis, il y a à peu près autant d'entrepreneurs qu'il y a de projets. Et on voit même récemment tout ce qu'on appelle l'entrepreneuriat hybride, des gens qui conservent leur emploi puis qui démarrent des projets en parallèle pour... En souhaitant transiter vers l'entrepreneuriat tout court? Oui, certains non. Certains qui souhaitent combiner les deux. Alors, il y a vraiment différentes formules. Fait que l'idée qu'un entrepreneur, c'est un PDG d'entreprise manufacturière, c'est pas juste ça non plus. Fait considérant ça, effectivement, je pense que ceux qui ont le goût de démarrer un projet, ben ils peuvent considérer l'entrepreneuriat. Peut-être pas tout le monde va vouloir, mais ceux qui le veulent le peuvent, mais avec un projet qui correspond bien à ce qu'ils recherchent, puis avec lequel ils sont prêts justement, qui sont bien préparés, puis qui sont prêts à le mettre de l'avant. Là. Je pense que c'est l'idéal. Alors sur ça, un grand merci, professeur Saint-Jean. C'était vraiment, vraiment agréable. Merci. Sincèrement. Puis on va suivre également votre recherche. L'adresse est au bas de l'écran. Les gens pourront aller justement consulter votre recherche. On sait qu'il y aura des suites à cette recherche-là, puis on est impatient de connaître également ces suites-là. Sur ça, mesdames, messieurs, c'est ce qui clôt notre rencontre d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.